J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des faussaires, mais il y a des variétés de faussaires en nombre incalculable. Les anciens appelaient ces faussaires des souffleurs, sous-entendu des gens qui attisent avec le soufflet le feu, c'est-à-dire qu'ils grillent tout ce qu'ils touchent. Le problème, c'est qu'ils disent également, les anciens, un grand feu tue un petit feu. Et le petit feu, c'est le feu vital. Donc retenez bien cela, parce que c'est un art du feu dont il est question. La conséquence, c'est qu'il faut savoir reconnaître quelle est la température qui convient. On a fait des progrès, on a quelqu'un qui s'appelle Lord Kelvin, qui a découvert que l'univers s'arrêtait de fonctionner à moins 273 degrés, 0,04, enfin bon, c'est-à-dire le zéro absolu. Ça marche. Mais auquel cas, quelle est la loi générale qui fait qu'il y ait température élevée ou basse? Ça, c'est ce qui a intéressé les philosophes de la nature. Eux, les questions qu'ils se posent, ce n'est pas celles des physiciens, comme celles que je viens de poser. Ils se disent, j'observe et je constate ceci. Nous, on ne voit rien qui se modifie en nous-mêmes. Cependant, on mûrit, on vieillit, etc. Ça veut dire qu'il y a un cycle, que les cellules du corps, que le sang, tout ça, ça se renouvelle. Mais c'est un travail supplémentaire qu'on ne voit pas. Les médecins, eux, ils ne prennent jamais ça en considération. Vous les avez jamais vus dire « il a tel âge, donc son cycle de renouvellement cellulaire est à cette époque, osseux, sanguin, etc. etc. » Sauf à pratiquer une médecine comme Paracelse, par exemple. Parce que chaque époque tient sa propre manière d'exprimer les choses. Quand vous vous adressez avec un langage adulte à un enfant, il y a peu de chances qu'il suive. Il lui reste quoi? L'intuition. Un vieillard, vous lui parlez de physique quantique, alors que lui, il a arrêté ses études à 14 ans et qu'il est allé bosser après, ben, il ne va rien suivre. Mais il sait que c'est intéressant, c'est important, et éventuellement, l'intuition suffira. Ce que je veux dire par là, c'est que ne soyez pas inquiets, vous avez la nécessité de lire beaucoup. Celui qui n'aime pas lire, c'est un peu mort pour lui. Parce que dans cette discipline-là, qui est la plus ancienne science de la matière, et quand je dis matière, c'est faux, c'est substance que je devrais dire. Alors on va définir matière, quelle est l'origine de ce mot? Il y a dedans matière, la mer, voilà. Avec le sous-entendu la mer, M-E-R, et en même temps mer, c'est le nom qu'on donne aux grandes pyramides d'Égypte. Mais matière, pourquoi? M-A tiers, ça veut dire qu'elle est triple en substance, comme le disaient les alchimistes. Soufre, mercure, sel. Oui, c'est vrai. Mais ce dont on s'occupe en alchimie, ça c'est la nature naturée. Ce dont on s'occupe, c'est la nature naturante, c'est-à-dire ce qui est en dessous. Et ça s'appelle substance, c'est-à-dire fixe au-dessus de. Donc on va, première leçon d'alchimie, considérer comment l'univers s'est fait selon les anciens. Pour les anciens, il y a l'éther, il est tierce. Il est tierce parce qu'il est dans le temps, dans l'espace et dans le mouvement. Ça, vous avez intérêt à prendre des notes parce que je ne le redirai pas souvent. C'est la base. C'est ce que veut dire Mercure. Enfin, Hermès en grec, c'est fondement, base, etc. Là-dessus, sur cet éther, ils disent la volonté divine, c'est-à-dire l'information, fait que naissent dans des lieux, dans un temps donné, et avec une vitesse, c'est-à-dire des particularités spécifiques, ce qu'on appelle matière. Et cette matière, en réalité, elle est faite de rien. C'est surtout de l'espace entre des corpuscules, ce que reconnaissent les savants du jour. Mais ce qu'il faut retenir, et ça c'est bien vu de la part des anciens, beaucoup mieux que nos modernes, qu'est-ce qui caractérise les matériaux? Est-ce que c'est leur aspect ou leur propriété? Nous, avec notre aspect d'homme, on a des propriétés d'homme, oui, mais qu'est-ce qui fait que chacun a ses propres propriétés?